Oui, là vous me posez une question fondamentale. C'est une question aussi fondamentale dans notre orientation, dans la reprise lacanienne de la question de la psychologie des masses freudienne. Freud centre la psychologie des masses sur le père, le leader, et il dit de façon, si on veut, contradictoire, que c'est à la fois le père qui, une sorte de substitut du père, le leader, mais qu'en même temps, ça n'est pas le père de l'Oedipe, ça n'est pas le père de famille, ça n'est pas le père de la loi, c'est au contraire le père de la horde, le père de Totem et Tabou, le père mythique, celui qui aurait eu accès à toutes les femmes. C'est-à-dire qu'il y a dans ce père une jouissance, un objet qui devient celui de tous. Tous ont accès à une jouissance qui comporte en elle-même un point d'illimité. Ce point d'illimité, chez Freud, était pensé autour du mythe de celui qui pouvait jouir de toutes les femmes. Lacan change cette perspective en mettant l'accent moins sur le père que sur l'objet de jouissance. Il dit, dans le séminaire 6, j'en parlais lors de la conférence de vendredi, il parle de l'objet de jouissance, il dit ectopique par rapport au père, autre chose que ce qui est lié au meurtre du père, en différenciant Hamlet et Oedipe. Oedipe, une fois le père tué, le phallus disparaît, c'est Oedipe à Colonne, alors que pour Hamlet, une fois le père tué, le phallus jouisseur devient Claudius, l'imposteur qui a pris la place du roi dans le lit de la mer et qui jouit du royaume, de la mer, etc. Et ce phallus jouisseur qui reste séparé du père devient lui le fondement de ce qui fait à la fois la haine de Hamlet pour Claudius et en même temps son impossibilité de le négativer, de le tuer. Cette haine est la haine de la jouissance de l'autre, premier mouvement. Mais la jouissance de l'autre, c'est aussi bien la jouissance qui est en moi, car ma jouissance, je ne la connais pas. Je ne connais que la jouissance de l'autre que je refuse. Et je me hâte de dénoncer l'autre comme jouissant autrement pour ne pas me retrouver confronté à ma jouissance. Le mauvais objet interne, comme disait Freud, et surtout comme ensuite dans la psychanalyse cela a été développé par Mélanie Klein d'abord, et que Lacan a poussé bien entendu avec plus, disons, à logifier plus profondément, mais disons les développements de la psychanalyse après Freud mettaient l'accent sur justement l'objet, ce que Lacan a porté au zénith. Donc, comme le note Jacques-Alain Miller dans cet article
tout à fait important que vous devez mettre dans la bibliographie d'Ella Paul. Cet article publié dans Mental sur le racisme note que le fondement de mon rejet de l'autre, c'est la haine de ma propre jouissance, dont je suis séparé. J'avais moi-même sur un article sur le racisme 2.0, disons, pris un angle un peu, disons, autour de l'assertion de certitudes anticipées sur cette question de comment la définition de l'homme passe d'abord par un rejet de l'autre. En ce sens, la haine, vous disiez, c'est un résidu. Oui, mais elle est aussi au départ. Elle est au départ de toute identification possible. Il y a dans la relation fondamentale avec le monde un rejet de la jouissance mauvaise, dont je me retrouve toujours séparé. En ce sens, la haine est à la fois un résidu inéliminable, mais elle est dès le départ au cœur de la relation que nous avons avec l'autre. Et c'est pour ça que, alors que Freud trouvait que la première identification était un amour du père, Lacan se sépare de cette perspective en se passant de cette première identification et en considérant que bien plus tôt, l'affect, il dit l'affect freudien par excellence, est la haine-amoration. Non pas au départ un amour du père, mais au départ une haine de la jouissance et un amour narcissique, dans cette reconnaissance d'une image qui aurait chassé cette jouissance mauvaise. La haine-amoration est comme passion fondamentale, déplace, disons, le repère freudien classique. Et c'est ce qui fait que la conception par Lacan des phénomènes de masse n'est évidemment pas celle de Freud de 1921. C'est de mettre en avant d'emblée cet objet, et non pas une haine oedipienne, mais une haine post-oedipienne, post au sens d'une logique différente, non négativable. On peut, après, dans l'expérience psychanalytique, on peut faire usage de la fiction du père, du nom du père, pour ensuite s'en passer, mais d'abord s'en servir. Par contre, de la haine, on ne peut pas s'en passer. Elle reste. Elle est une position envers l'autre fondamentale qui doit être, elle, par contre, travaillée, civilisée, sublimée. Ça, c'est l'expérience psychanalytique qui le met. Mais, à proprement parler, on ne peut pas s'en passer et considérer qu'on l'aurait évacué. C'est au contraire sa reprise dans l'expérience qui est fondamentale. Donc, en un sens, elle est au début, elle est à la fin, elle traverse l'expérience et surtout, elle se situe au-delà de l'Oedipe. Elle se situe dans l'événement de corps fondamental qu'est l'invasion par la jouissance autre, le traumatisme de la jouissance. Ce traumatisme, cette inscription de la jouissance sur le corps,
qui fait que nous restons séparés de notre jouissance, bien que nous puissions donc ensuite essayer, je le disais, de travailler, déplacer, sublimer. Lacan dit se faire avec, un savoir-faire, ou bien se débrouiller avec. L'envers de l'imbroglio, le débroglio, avec cette idée on fait avec comme on se débrouille du partenaire imaginaire de jouissance. Donc, disons, il faut un savoir-faire avec la haine, ce que dans l'expérience psychanalytique, en effet, on amène chaque sujet à moins se haïr. Le sentiment de culpabilité aujourd'hui, ça c'est une question formidable. Le sentiment de culpabilité se noue en effet très étroitement à la haine. Dans la conception freudienne, le sentiment de culpabilité était culpabilité de la mort du père. À l'horizon, le sujet est coupable de cette mort, d'un meurtre fondamental qui a permis l'existence de la société, du lien social des frères. De cette mort-là, finalement, elle est toujours déjà là. L'horizon, disons, lacanien est plus proche de celui de Kafka. L'expérience de la culpabilité chez Kafka, telle qu'il la dessine dans le procès ou aussi dans la colonie pénitentiaire, c'est justement une culpabilité qui est au-delà du père. Kafka, sujet éminemment psychotique, est évidemment l'inventeur d'un monde où le père n'a plus sa place. La lettre au père témoigne de ce que veut dire précisément la forclusion radicale, l'extranéité totale du père envers le sujet. Mais ce que découvre justement Kafka, ce qu'il décrit si merveilleusement, est que une fois que la figure du père, le nom du père n'est pas là pour soutenir l'univers, ce qu'il y a, c'est un châtiment terrible, toujours là, singulier. Il a sa porte qui l'attend, croisant ainsi son rejet forclusif et la mystique juive. Kafka invente une sorte de Dieu absolument méchant, persécuteur, haineux, qui évidemment déplace totalement l'idée freudienne de la culpabilité. Et Lacan a donné dans son enseignement, pour faire saisir ce qui s'opère dans sa perspective, si l'on se passe de la fiction paternelle, ce qui se passe dans le registre de la culpabilité et de la haine, il a évoqué plusieurs fois le Dieu méchant de Jacob Böhm, de les mystiques allemands, ou encore le Dieu terrible de Luther. Ces évocations sont là pour nous faire sentir ce qu'est justement cette transformation du sentiment de culpabilité, transformé en le sentiment d'une haine singulière. Il ne s'agit plus de
celui qui a une jouissance en quelque sorte universelle. Non, de celle de toutes les femmes. Non, il me vise, moi, dans ce que ma jouissance a de plus insupportable.